Bonjour à tous, je m'appelle Bill Robert et je suis spécialiste en solutions de cybersécurité chez Bell Canada. Et aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, j'espère qu'elle sera courte, petit préambule, en cybersécurité, la valeur fondamentale, c'est l'humilité. Il faut rester humble parce qu'en réalité, même un mastodon, même une organisation très puissante, peut se faire pirater par un adolescent dans son garage. Ça s'est vu, on peut parler d'Uber en la matière, ou bien une organisation étatique très déterminée. Tout le monde est exposé d'une manière ou d'une autre, et quand bien même vous pouvez avoir une stratégie cohérente, sophistiquée de sécurité avec les contrôles appropriés, comme c'est le cas normalement des grandes organisations, des grandes institutions financières ou d'agences étatiques, vous êtes quand même exposé, donc il faut toujours rester humble, et ça c'est valable pour les individus, pour les praticiens en sécurité et naturellement aussi pour les organisations. Cela étant dit, parlons de l'incident, puisque Microsoft a révélé vendredi dernier qu'ils avaient eu des comptes courriels d'exécutifs, donc des gens haut placés chez Microsoft, qui avaient été piratés. Dans le sens, il y a un attaquant qui a pu avoir accès au contenu de cette boîte courriel, qui a pu potentiellement exfiltrer des données, ou en tout cas les consulter. Microsoft le révèle dans un communiqué de presse, qui est relaté dans certaines nouvelles. Je vais vous montrer tout de suite cette page-là, ça vient de Bleeping Computer, c'est un des plus gros sites de nouvelles de cybersécurité. Et donc, il donne quelques infos. Alors, la première chose, c'est que Microsoft a tracé un peu la ligne de temps. Visiblement, les hackers sont là depuis novembre 2023 et l'attaque a été détectée le 12 janvier. Donc, ça veut dire qu'ils sont restés 1 mois et demi, 2 mois et demi dans le système avant d'être détectés. Et puis donc, ils prennent les mesures pour y remédier. Microsoft aussi a fait l'attribution de cette attaque et il l'attribue à Nobelium. Alors c'est aussi appelé dans le jargon de Microsoft Midnight Blizzard, et sinon c'est aussi référé un peu partout ailleurs comme APT29. On parle d'APT, Active Persistent Threat, c'est généralement des organisations criminelles étatiques. L'Iran, la Chine, la Russie, voilà, souvent vous allez retrouver des APT qui viennent de ces trois pays-là, pas seulement, la Corée du Nord aussi. Mais voilà. Cette organisation de hackers, en fait, est liée au SVR. Le SVR, c'est l'équivalent de la NSA en Russie. Donc, l'organe de surveillance, mais donc évidemment, c'est pas des nuls. C'est des gens assez sophistiqués et aussi assez déterminés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Microsoft relate un petit peu les faits, on n'a pas forcément beaucoup de détails, mais on peut aussi tirer des conclusions, ça serait un peu hâtif. Bon, Microsoft dit que les hackers ont réussi à faire un password spraying. Password spraying, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros utiliser un nombre limité de mots de passe sur un très grand nombre de comptes. C'est le contraire d'une attaque par brute force. Brute force, c'est je vais essayer un très très grand nombre de mots de passe, un dictionnaire de mots de passe contre un compte, et à un moment, j'espère que je vais réussir à trouver le bon mot de passe. Donc password spraying, technique très très populaire d'ailleurs pour pouvoir obtenir un accès initial dans un système, qu'ils ont fait contre des comptes utilisateurs dans un tenant de test qui n'était pas en production et qui était legacy, donc qui est un peu vieux. Donc ça c'est aussi une autre manière de dire, Microsoft vient quand même dire là-dessus, surtout il n'y avait pas de données importantes, ça n'a pas affecté la production, ça n'a pas affecté les clients, il n'y a pas de brèche matérielle, notamment au sens de la dernière réglementation de la SEC. Vous savez, la SEC, l'organe de régulation financier aux États-Unis, a mis en place une loi qui est maintenant en vigueur depuis le 13 décembre dernier et qui oblige toutes les entreprises cotées aux États-Unis de se conformer à un certain nombre de contrôles de sécurité et surtout de dévoiler s'ils ont un incident de sécurité matériel. Et là, ce que Microsoft a fait, c'est qu'ils ont rempli le formulaire, mais en disant qu'il n'y avait pas d'incident matériel, il n'y avait pas de problème, au fond. Ok. Mais alors, Microsoft aussi indique que c'est pas lié à une vulnérabilité dans leur système, c'est vraiment du password spraying qui a été fait, des mauvais mots de passe qui ont été mis, et puis c'est passé. C'est là où quand même, normalement, si vous êtes, et notamment pour les gens qui sont en sécurité, vous devez vous dire, c'est quand même bizarre, parce que bon, enfin c'est bizarre, non c'est pas du tout bizarre, on le voit partout. Ce qui est surprenant, c'est de le voir chez Microsoft. On pourrait se dire qu'ils ont un niveau un peu plus sophistiqué que les autres, mais c'est une loi quasi tectonique, personne n'est aussi sophistiqué. En réalité, s'ils ont réussi à faire du password spraying, donc il y a deux choses. Un, s'ils ont réussi à faire du password spraying, c'est que il n'y avait pas d'authentification à multifacteur qui était mise en place sur ces serveurs. Ça, c'est quand même surprenant.
Et Microsoft, par ailleurs, est un énorme promoteur de l'authentification à multifacteur, des authentifications passwordless. C'est aussi le plus gros fournisseur, c'est un des plus gros fournisseurs d'identité du monde, hein, via ce qu'on appelait autrefois Active Directory, maintenant Entra ID. Donc, c'est des grands promoteurs. C'est étrange, hein, c'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a deux manières d'éviter le MFA quand on est un attaquant, hein, concrètement. Soit il n'y en a pas, ou il est désactivé, soit on arrive à le contourner. Et ça arrive aussi. Il y a certaines manières de contourner l'authentification à multifacteur. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder notre chaîne YouTube qu'on anime avec Clément Cruchet, qui est aussi pentester chez Bell, où on caractérise, on explique certaines vulnérabilités du cloud, et notamment certaines qui permettent de contourner le MFA. Mais cela étant dit, déjà, ça c'est bizarre. Le deuxième truc qui est bizarre, ou en tout cas on n'a pas d'éléments, c'est comment on fait pour passer d'un tenant qui serait fermé en pré-prod à des comptes courriels qui là sont pour le coup complètement en prod, des comptes courriels d'exécutifs, hein, donc des comptes qui ont une grosse valeur, vous voyez. Donc ça, on ne le sait pas non plus, hein, mais on peut se dire évidemment que c'est un problème de configuration. Et là, ça me permet de faire un segue sur la problématique des mauvaises configurations dans le cloud. C'est juste le problème numéro 1 du cloud, en sécurité. Hein, il n'y a pas de vulnérabilités comme ça qui sont facilement exploitables, parce que les fournisseurs de cloud font bien leur travail, le font très rigoureusement. En revanche, le problème arrive lorsque vous configurez ça, comme ça devient rapidement complexe. Des fois, on n'a pas toute la visibilité nécessaire. Il y a des outils pour ça, naturellement, mais bon, voilà, ça arrive. Il y a plusieurs exemples. Il y a plein d'attaques qui impliquent le cloud, ou des incidents. Je pense à Toyota Japon cette année, qui avait une base, un bucket S3 Amazon exposé pendant près de 10 ans. Et pourquoi? Parce qu'il y a près 2008, AWS, eh ben, les buckets S3, c'est un peu des bases de données, si vous voulez, je caricature, ne m'attaquez pas, je sais, c'est pas des bases de données vraiment, mais bref, une base de données qui était finalement exposée en public, et ça c'était un paramètre par défaut, et ça n'a pas été changé depuis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, sinon je vous dis à la semaine prochaine, et à bientôt.